Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Dossiers de l'espace. Aujourd'hui, je vous propose de nous attaquer à un sujet souvent pressenti comme une étape obligatoire de l'expansion de l'homme dans l'espace, à savoir la colonisation de Mars. Ces derniers temps, c'est une entreprise privée, SpaceX, qui veut reprendre le flambeau de la colonisation martienne. Le voyage habité vers la planète rouge est pourtant une affaire sacrément complexe, du genre à rendre la NASA timide. Qu'en est-il alors d'un projet de colonisation ? Si l'humanité se décide un jour à quitter durablement son berceau, Mars représente-t-elle forcément la meilleure des destinations ? Allez, pour les besoins de ce dossier, admettons que SpaceX réussisse à envoyer des hommes par dizaines vers Mars dans un futur pas trop lointain. Ce qui nous permet de nous pencher sur la toute première problématique de la colonisation martienne, à savoir le transport. La solution de l'entreprise américaine repose sur de très grands vaisseaux réutilisables, les BFS, qui feraient route vers la planète rouge en masse à chaque fenêtre de tir, approximativement tous les 2 ans donc. Ces vaisseaux fonctionneraient sans avoir recours à aucune rupture technologique. De bonnes vieilles fusées à propulsion chimique saupoudrées d'une touche de réutilisation et de méthane. D'une certaine manière, on se rapproche un peu de la vision de Wernher von Braun. L'architecture de mission retenue par SpaceX fait un certain nombre de choix pour rendre le trajet possible, parmi lesquels la production locale de carburant. Et ce détail rend le projet de SpaceX très différent de ce qu'ont pu être les missions Apollo ou la plupart des projets d'exploration martienne. La colonisation martienne n'est pas seulement une option permise par le voyage, elle devient nécessaire à celui-ci. Sans le déploiement d'infrastructures de production locale, pas de retour possible. Alors tout ça c'est bien beau, mais ça ressemble un peu à un serpent qui se mord la queue. On va sur Mars pour établir une colonie et on établit une colonie pour s'assurer qu'on puisse repartir. Quel avantage concrètement aurait donc l'humanité à aller s'établir sur une autre planète ? Et pourquoi Mars en particulier ? Elon Musk, le fondateur de SpaceX, semble principalement mu par un désir de sauvegarde de l'espèce humaine. En s'assurant que l'humanité prospère sur au moins 2 planètes, on se garantit contre les risques d'extinction. Si une de ces 2 planètes subit une catastrophe majeure, l'autre peut poursuivre l'aventure. Bon, sans vouloir juger de la nature humaine, je doute que ça suffise à émouvoir les foules. Pour déclencher une migration vers la planète rouge, il faut une opportunité économique. Et de ce côté-là, si on regarde la géographie du système solaire, Mars a peut-être une carte à jouer. Pour un industriel du futur, en quête de précieuses matières premières, la ceinture principale d'astéroïdes est un morceau de choix. Elle abrite quantité de métaux et de matériaux précieux, facilement accessibles. Or, qu'est-ce qu'on trouve pile poil entre la ceinture et la Terre, l'orbite de la planète rouge ? Un peu à la manière des villes qui se développaient le long des voies de chemin de fer, Mars pourrait devenir une étape incontournable entre les terriens et leur nouvel Eldorado. Grâce à sa gravité faible, elle pourrait par exemple servir de base de départ pour des hommes ou des robots partis exploiter la ceinture. Ce sont bien évidemment des perspectives à très long terme. Si SpaceX parvient à réaliser ses ambitions, ses premiers passagers auront des préoccupations bien plus immédiates. Comme tous les objets du système solaire en dehors de la Terre, Mars est atrocement hostile à la vie humaine. Sa température moyenne oscille autour de -60 degrés. Sa pression atmosphérique faible interdit la vie hors d'un milieu contrôlé. Cette atmosphère est d'ailleurs tellement concentrée en CO2 que la respirer vous empoisonnerait. Elle tuerait même des plantes. Mars ne possède pas de magnétosphère, donc bonjour les radiations. Et on n'a absolument aucune idée de ce que sa faible gravité engendrerait à long terme sur des organismes humains. Si malgré ça, l'aventure vous tente toujours, voici quelques bonnes nouvelles. Une journée martienne dure exactement 24 heures, 39 minutes et 35 secondes. Votre cycle de sommeil ne devrait donc pas être trop perturbé. Il y a de l'eau sur Mars, ainsi que tous les éléments chimiques nécessaires à la vie. Il n'est même pas impossible de penser que Mars a accueilli la vie dans un passé lointain. Et puis après tout, une atmosphère et une gravité faiblarde, ça reste mieux que pas d'atmosphère et pas de gravité du tout. On en sait encore bien peu des plans de colonisation de SpaceX. L'entreprise a communiqué sur un premier vol robotisé en 2022 et un premier vol habité en 2024.
Bon, passons sur les dates et l'optimisme légendaire d'Elon Musk. La première étape, avec le vol robotisé, c'est de s'assurer que la production locale d'ergols est possible. De ce côté, on devrait avoir un début de réponse avec le rover Mars 2020 de la NASA. Ce dernier embarque une expérience dénommée MOXIE qui doit produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. SpaceX de son côté compte sur les ressources en eau et en dioxyde de carbone de la planète rouge pour produire oxygène et méthane, grâce à un savant mélange d'électrolyse et de réaction de Sabatier. Pour alimenter tout ça, il faut de l'énergie, beaucoup d'énergie. Et cela nous confronte à une autre problématique martienne. La planète rouge est assez loin du Soleil pour faire chuter les rendements des panneaux solaires. Elle est en plus parcourue régulièrement par d'immenses tempêtes de poussière qui n'améliorent pas la situation. Idéalement, l'énergie nucléaire fournirait la meilleure alternative. Mais on connaît la préférence de SpaceX pour les solutions déjà bien établies. Or, pour produire et stocker les milliers de tonnes d'ergols nécessaires au voyage retour, il va falloir en poser des panneaux solaires. Et c'est sans compter sur les systèmes de survie des passagers de la mission. Bref, que les premiers colons viennent de chez SpaceX ou d'ailleurs, la production locale d'énergie sera un de leurs principaux soucis. Mars est dur, mais elle offre tout de même quelques opportunités. Le problème des radiations, par exemple, pourrait être résolu assez simplement, en allant s'installer sous la surface. Et pour ça, pas besoin de se lancer dans de coûteux travaux de forage. Le volcanisme de la planète rouge s'est déjà chargé du travail. On pense que Mars accueille en effet des tubes de lave, de grands couloirs souterrains et creux formés par des coulées de lave. Dû à la faible gravité de la planète, ces tubes pourraient être bien plus grands que leur homologue terrestre, ce qui permettrait d'y installer de vastes habitats à l'abri des radiations et des micrométéorites. La température y serait aussi plus facile à contrôler. Dans une optique de colonisation, il faudrait permettre la production locale d'un maximum d'éléments. Les ergols comme on l'a dit, mais également la nourriture par exemple. Et pourquoi pas les matériaux de construction. Produire de la nourriture sur Mars n'a là encore rien d'évident. Il faudrait fertiliser le sol toxique de la planète et faire pousser graines et plantes dans une atmosphère contrôlée et avec un apport suffisant de lumière. Il reste que Mars pourrait s'avérer un peu plus fertile qu'on ne le croit. Une expérience menée par le centre spatial allemand a permis d'observer que du lichen collecté en Antarctique était capable de survivre dans un environnement martien simulé, hors de toute serre ou système d'aide quelconque. Peut-on alors imaginer qu'une espèce génétiquement modifiée de céréales soit capable d'en faire de même ? Bref, si nos colons parviennent à assurer leur survie de manière pérenne et même à prendre une certaine indépendance par rapport à la Terre, ils pourront alors mettre en place une économie productive. Il reste que l'investissement initial pour arriver à ce résultat paraît gigantesque par rapport au retour sur investissement possible. On parle ici d'un projet qui mettrait des générations avant de devenir rentable. Pas vraiment le genre d'équation qui plaît au secteur privé. Une façon de faciliter cette équation pourrait être de terraformer en partie la planète, c'est-à-dire non pas de la rendre complètement identique à la Terre, mais de s'attaquer à certaines de ses conditions bien spécifiques, comme l'absence de champ magnétique. En février 2017, Jim Green, scientifique à la NASA, a imaginé un concept dans lequel un dipôle magnétique de très forte puissance, installé au point de Lagrange L1 du système Soleil-Mars, viendrait englober la planète rouge dans sa magnétosphère. Ainsi, protégé du vent solaire, Mars verrait son atmosphère s'épaissir et sa température grimper, peut-être même jusqu'à rendre possible l'eau liquide en surface. Ce qui est sûr, c'est que Mars va continuer à nous faire rêver pendant encore longtemps. Il est très difficile de prévoir quel futur l'humanité accordera à la planète rouge. Entre les initiatives privées et les plans changeants des agences spatiales, il paraît impossible de savoir qui mettra en premier le pied sur la planète rouge et surtout à quelle échéance. Ce qui est certain, c'est que la colonisation martienne représentera un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. On en vient à la grande odyssée de la colonisation de Mars. Oui, la planète rouge, un peu plus petite que notre Terre, peut accueillir les hommes. Les problèmes techniques sont désormais levés, même si le voyage sera un peu long. La NASA est partante et elle a même collaboré au projet que vous nous dévoilez ce soir. Christophe de Valambra, bonsoir. À quoi ressemblerait notre vie sur Mars ? Eh bien regardez, voici un projet de colonisation de la planète à grande échelle. Nous sommes dans une plaine immense comme celle-ci. Vous voyez qu'on a construit
toute une ville sur plusieurs kilomètres carrés avec des logements, ici les modules d'habitation à côté des laboratoires de recherche scientifique. Évidemment une priorité si on décide d'aller coloniser Mars. Il y a également des hangars, il y a des ateliers techniques et puis toute cette masse-là, ce sont des panneaux solaires pour alimenter toute cette base. Cela, David, certains l'imaginent sur Mars pour dans à peine 100 ans. Alors de plus près, à quoi ressemblerait cette base? Eh bien, venez voir. Approchons-nous. Nous avons réalisé, par image de synthèse, la maquette de cette base. Eh bien, je vous invite à m'y suivre pour la visiter et voir comment on y vit. Et voilà, David, après 6 à 9 mois de voyage, je suis sur Mars, au cœur de cette base conçue pour coloniser la planète. Première chose, si je veux pouvoir survivre plus de quelques secondes ici, je dois revêtir une combinaison, un scaphandre autonome, car ici, l'air est composé à 95% de CO2, c'est irrespirable. Et comme nous sommes beaucoup plus loin du Soleil que sur Terre, il fait en moyenne moins 65 degrés. Tout ici est adapté à ces conditions. Les petits robots d'exploration, les véhicules de transport, les modules de vie. D'ailleurs, je dois rentrer car même avec le scaphandre, les radiations stellaires sont dangereuses. Je dois passer le plus clair de mon temps à l'intérieur. Venez voir. En entrant ici, j'ai dû retirer ma combinaison dans ce sas de décontamination, car sur Mars, les poussières sont probablement nocives pour moi. Et me voici dans un espace de travail, avec derrière moi un laboratoire entièrement équipé pour toutes sortes de recherches que nous aurions à effectuer sur la planète. Et puis ici, un cabinet médical équipé des dernières technologies, mais surtout de caméras vidéo qui permettront des diagnostics médicaux à distance depuis la Terre. Il faut environ 45 minutes pour établir une liaison. Un peu plus loin, il y a les modules de vie. Venez voir. Pour tous mes déplacements au sein de la base, j'utilise tout un réseau de tunnels comme celui-ci gonflable qui m'isole de l'atmosphère martienne. Et voici la maison, l'espace de vie. Là aussi, l'espace est compté. Les couchettes, par exemple, sont spartiates. Seul un volet roulant assure un semblant d'intimité. Il y a des appareils de sport, car sur Mars, la gravité est 3 fois inférieure à celle de la Terre. Mon corps le ressent et j'ai besoin de faire des exercices pour me maintenir en forme. Bien sûr, il y a la cuisine. Simpliste sur Mars, je mange des pâtes de protéines reconstituées, des purées énergétiques apportées de Terre. En fait, il n'y a qu'un seul luxe ici, ce sont des légumes frais. Suivez-moi. Me voici dans le jardin martien. C'est une immense structure gonflable, opaque, pour protéger les plantes des radiations stellaires. Elle pousse sous des lampes, sur un sol artificiel fertile. On trouve des tomates, des graines germées, toutes sortes de vitamines naturelles. Alors vous comprenez, David, qu'il faut à cette base beaucoup d'eau et beaucoup d'électricité. Où les trouve-t-on sur Mars? Je reviens vous expliquer cela. Oui, l'autonomie, c'est vraiment la clé de la vie sur ces bases. Oui, parce que là, la magie de la télévision fait que je mets quelques secondes à faire Mars-Paris. Dans la réalité, il faut près d'un an, je vous le disais. Alors, il faut être autonome, d'abord en eau. Regardez, on va miser sur ce type de forage qui va aller puiser dans le sous-sol martien la glace qu'il recèle. Donc, nous aurons notre eau et en plus, nous pourrons analyser ce sous-sol martien. Chacun rêve évidemment de trouver d'anciennes traces de vie sur cette planète. Donc, il y a l'eau et puis l'électricité. Je vous le disais, on mise sur tous ces panneaux solaires, d'immenses parcs de panneaux solaires qui devraient assurer l'essentiel de notre consommation. Probablement pas d'éoliennes sur Mars, David, parce que l'atmosphère est si peu dense que le vent n'aurait pas assez de force pour les faire tourner. Donc nous avons ces deux solutions-là. Il nous faut une solution de secours. La voici, c'est ce type de matériel. Pour l'instant, voilà, c'est le nucléaire, une pile qui pourrait assurer l'ensemble de l'électricité nécessaire à cette base. Donc voilà, David, comment nous pourrions vivre sur Mars si un jour nous décidons de coloniser la planète. Quel voyage! Merci Christophe et merci à Franck Parisi, notre service infographie. Et rendez-vous dans 100 ans, si on a bien compris.